Bienvenue dans The Wave, épisode 2. À l'origine, l'Homo sapiens est apparu en Afrique dans une région extrêmement ensoleillée. En raison des rayons ultraviolets, le cheveu afro a joué le rôle d'une nébuleuse qui protège le crâne de ces rayons solaires. Dans les royaumes précoloniaux africains, comme le royaume de Kouch ou celui de Kemet, le cheveu africain occupait une place fondamentale. Les Africains, hommes comme femmes, portaient toutes sortes de tresses au fil, avec des perles, avec ou sans extension capillaire, et même des perruques fabriquées en Afrique. Les techniques de coiffure qui prévalaient à cette époque permettaient de reconnaître le statut social, le statut matrimonial, la tranche d'âge, l'appartenance communautaire ou familiale. Le peigne afro était façonné à partir d'une connaissance profonde de la nature du cheveu afro. L'histoire de la beauté parmi les populations noires est une histoire encore méconnue qui a été altérée par les campagnes successives de violences symboliques qu'ont connues les hommes et les femmes d'ascendance africaine. Pour reprendre les termes de la sociologue martiniquaise Juliette Smeralda, la petite fille noire est la seule au monde à laquelle on donne des poupées aux cheveux lisses et à la peau claire. La question du cheveu africain a une symbolique culturelle forte relative à l'identité et à l'acceptation de soi, ainsi qu'à la lutte contre les formes de discrimination associées aux cheveux. L'UNESCO a d'ailleurs classé les problématiques du défrisage parmi les séquelles psychologiques de la traite négrière transatlantique. Contrairement au peigne occidental, qui prend le cheveu dès la racine pour arriver vers l'extérieur, le peigne afro-antique avait des dents ronds et polis qui n'accrochaient pas la boucle mais la détendaient sans la dénaturer. Les voyageurs grecs qui arrivaient au royaume de Kemet pour y apprendre les mathématiques comparaient les cheveux des habitants de ce royaume à du coton. Plus tard, en Éthiopie, les dreadlocks se démocratisèrent grâce à la résistance armée des troupes de l'empereur Ménélique II contre l'invasion italienne. Les soldats éthiopiens refusèrent de se couper les cheveux et les laissèrent s'en mêler. Ils furent alors surnommés Dread-Bed par leurs assaillants en raison de leur caractère redoutable au combat de leurs cheveux longs, d'où le terme dreadlocks. Lors de la période de la traite orientale et de la traite transatlantique, le cheveu africain est devenu irrécevable dans le regard des dominants et des oppresseurs. Aux Amériques, le peigne du maître ne passait que très difficilement dans le cheveu afro et est devenu par définition le mauvais cheveu. C'est de là que sont nés le texturisme et le colorisme, car le dominant a préféré la peau plus claire et le cheveu à la boucle plus lisse, se rapprochant de ses canons de beauté. Pour s'adapter aux exigences de l'oppresseur aux Amériques, sont nés les peignes chauffants et les défrisants et les foulards, car on interdisait aux femmes noires d'arborer leur couronne capillaire naturelle. Aujourd'hui, les femmes noires sont toujours les plus grosses consommatrices d'extensions capillaires, notamment de lace wigs. Leurs portefeuilles nourrissent également l'industrie des cosmétiques capillaires. En témoigne la naissance d'un véritable secteur dédié aux crèmes, shampoings et masques pour les cheveux dits afro. Parmi les entrepreneurs pionniers à s'être lancés dans cette industrie, on peut citer Kelly Massol en France, la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli. Pour reprendre l'exemple des extensions capillaires, en Côte d'Ivoire, plus de 40 millions d'unités de mèches de cheveux sont consommées chaque année pour un montant officiel de 500 millions de francs CFA, d'après les chiffres de la chaîne de télévision ivoirienne RTI. La différence avec l'histoire originelle est que ces perruques modernes sont produites en Asie, parfois avec un cheveu humain indien, ou des poils de yak, plutôt qu'en Afrique. Aujourd'hui, nous recevons 3 invités d'exception qui nous parleront de l'histoire du cheveu afro et des questionnements identitaires et économiques qui le recoupent. We are the way we reaching out to the skies. Africa rising, burning like honest stars. We are the way we tell the stories of life. We tell the stories of life. We are the wave, the wave, the wave, the wave, the wave. Je m'appelle Sroda Essienne, je suis commerciale de profession, mais également engagée sur tout ce qui a trait à l'essor et au rayonnement de l'Afrique, à la déconstruction des idées reçues et la promotion d'entrepreneurs qui agissent afin de changer la narrative que nous impose un petit peu l'Occident sur le fait que l'Afrique c'est l'avenir, mais en fait l'Afrique c'est déjà le présent. La seule difficulté c'est qu'on ne sait pas véritablement ce qui se passe sur le terrain parce qu'on ne bénéficie pas de médias mainstream et je mène une lutte à mon échelle pour contribuer à l'essor de ces 10 acteurs. Et
et j'ai la chance d'être aujourd'hui parmi vous en tant que modératrice pour animer ce panel, accompagnée de Madame Smeralda, qui est sociologue spécialisée du cheveu afro, mais également auteur, en l'occurrence auteur de l'ouvrage Peau noire, cheveux crépus. Vos principaux travaux concernent la sociologie de la dominance, relations entre groupes entretenant des relations asymétriques de type nord versus sud, tout ce qui a trait aux discriminations raciales, ethniques et de genre. Monsieur Nsi Bentoum, cheveutologue et expert capillaire, vous êtes cheveutologue. Vous avez, dans le cadre de votre projet, eu l'opportunité d'effectuer un certain nombre de voyages en Afrique afin d'y découvrir tous les secrets qui sont attraits à l'entretien des cheveux afro. Fort de ce savoir, vous effectuez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais pas que, un certain nombre de masterclass afin de sensibiliser et d'éduquer voilà, la population afro sur le continent et dans la diaspora. Alors, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. J'ai quelques questions à vous poser. Je vais tout d'abord m'adresser à vous tous dans l'ensemble. N'hésitez pas à réagir de manière totalement spontanée. Alors, première question, en tant que personne noire, que l'on peut qualifier d'afrodescendante ou pas, c'est-à-dire sur le continent ou ici de la diaspora, comment est-ce qu'on devrait, selon vous, et au regard de vos différentes recherches, de vos différentes connaissances, de vos différentes expertises, comment pourrions-nous définir la beauté? Est-ce qu'il y a une définition universelle de la beauté? Est-ce qu'on devrait revendiquer une beauté noire ou est-ce qu'on devrait faire des parallèles avec les dictats de la société en matière de beauté occidentale? Est-ce que, Madame Smeralda, vous souhaitez réagir de prime abord ou... Oui, je ne suis pas spécialiste forcément du cheveu, mais spécialiste des relations de domination entre groupes, entre races, si on veut, avec beaucoup de guillemets. Mais c'est d'abord cela qui m'a amené à travailler sur cette thématique parce qu'il me fallait comprendre comment les corps noirs étaient dominés par justement par le type de pratiques dites esthétiques qu'il avait, ce corps-là, à quoi correspondait donc l'esthétique finalement, parce qu'elle était pour moi une esthétique de dénaturation avec des guillemets aussi, mais surtout pas une esthétique d'accompagnement. C'était une esthétique qui demandait aux gens de se changer parce que le regard sous lequel ce corps-là se trouvait était un regard qui manquait absolument d'empathie, qui était absolument égoïste et empreint de cynisme, de toute forme de comportement qui faisait que ceux qui étaient en situation de domination avaient beaucoup de mal à exister dans les sociétés qui étaient des systèmes mis en place par ces personnes-là. Et donc, pour se faire une place, trouver, etc., il fallait abattre son cheveu, décolorer sa peau. Et pour moi, c'est une vie insupportable. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur la question d'abord mon paradigme, celui que j'explore dans mes travaux, c'est celui de la domination. Et du coup, pour répondre à votre question, voilà, et c'est difficile de répondre par oui ou par non. Pour moi, la beauté en soi, en tant que telle, n'existe pas, parce que ce sont, euh, ce sont des peuples qui définissent leur canon à des moments historiques donnés. La preuve, c'est que vous voyez, les modes, entre guillemets, aussi évoluent. Enfin, les gens changent, leur manière de s'habiller, de regarder aussi leurs traditions, de les revisiter. Tout ça change, ça évolue. Donc, on est dans un monde, eh bien, un monde qui est en mouvement, qui change. On n'est jamais dans quelque chose de permanent, sauf quand on est dans la tradition, où on dit oui, soi-disant, la tradition, c'est l'opposé de la modernité, mais on sait bien que aucune société dite traditionnelle ne l'est au sens figé du terme. Donc la beauté, c'est d'abord ce que des peuples, à des moments historiques donnés, dans leur environnement donné, à partir de leurs traits physiologiques, somatologiques précis, spécifiques, qui définissent ce qu'est le beau. Lorsque des peuples viennent avec des projets de colonisation, d'invasion, de prédation, et qu'ils imposent aux corps qui ne leur conviennent pas
une manière, un code qui serait dress code, cheveux code, couleur code, et que les gens qui sont sous leur domination se sentent dans l'obligation pour avoir une place dans ces sociétés ben de se torturer. Eh bien, moi, je dis que le combat, il ne doit pas porter sur l'esthétique, il doit porter sur les sociétés. Et c'est pour cela que moi, en tant que sociologue, je travaille sur la domination, parce qu'il s'agit d'une conduite de domination qui est insupportable et que nous acceptons en nous ajustant sans arrêt à ces codes-là. Mais voilà, à des moments historiques donnés aussi, on n'a pas les, quand nos ancêtres ont été mis en esclavage, eh bien, ils n'avaient pas les moyens de dire, ils ont fomenté des révoltes, ils se sont opposés, mais vous avez vu, en face, il y avait un pouvoir militaire qui est toujours militaire et qui leur imposait donc les codes qu'ils décidaient, qui leur seraient non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan du confort psychologique. Parce que quand vous avez en face de vous des gens que vous ne supportez pas, parce que leur couleur, leur peau, leurs cheveux, etc., vous incommodent, eh bien, vous êtes dans quelque chose d'absolument arbitraire. Et ceux qui sont enchaînés, eh bien, ils ont du mal à se défendre contre ça. Voilà pourquoi mon travail porte sur la domination et sur l'éclairage qu'il faut pour que nos gens arrêtent de se torturer et arrêtent de penser qu'ils ont quelque chose d'anormal en eux ou sur eux, ou qui sont faits d'une façon qui aurait échappé, je ne sais pas à quelle divinité, et qui les aurait créés tout en défaut. Voilà. Très bien, je vous remercie, Madame Smeralda, pour votre partage. Je prendrai le temps de réagir et de plus voir votre propos. Mais avant, je souhaitais bien évidemment introduire Madame Phila Bakabadio, qui est une historienne en études américaines et afro-américaines. Ses recherches portent sur les relations des Africains américains à l'Afrique. Elle aborde les champs de l'histoire intellectuelle et culture noire, des nationalismes noirs, de l'Atlantique noir et des diasporas africaines aux États-Unis. Je sais que vos travaux portent à la fois sur l'histoire afro-américaine et sur les mouvements intellectuels, c'est important de le dire, un noir, notamment le panafricanisme, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et les pratiques culturelles partagées par les populations africaines et afrodescendantes d'Amérique du Nord et d'Europe. Je suis véritablement ravie, Madame Phila Bakabadio, de vous avoir parmi nous dans notre panel, et du coup, ça me permet de vous donner la parole afin que vous nous partagiez votre ressenti ou votre opinion sur la question que j'ai posée il y a quelques minutes. Alors, comme ma collègue, effectivement, je suis toujours circonspecte, mais pour le coup, c'est l'objet d'un livre que je suis en train d'écrire, donc je suis peut-être un peu plus ancrée dans la question en ce moment. Comme elle, en fait, il n'y a pas de réponse, et heureusement qu'il n'y a pas de réponse, en fait, ce n'est pas l'objectif. Mais effectivement, il y a un espace qui s'est créé et qui est labellisé beauté noire. Alors moi, travaillant depuis les États-Unis, la beauté noire est un concept historique qui a été quand même développé au début du XXe siècle par des gens comme Annie Malone ou Madame C.J. Walker, qui ont créé de la cosmétique noire pour les populations noires, principalement pour les femmes noires et par des femmes noires initialement, dans l'idée à la fois de récupérer une forme d'agency et de reformuler les images du corps des femmes africaines-américaines. On est à la période de la ségrégation, avec des images dénigrantes des corps noirs, des images de gens dans les plantations, des images des gens dans les ghettos un peu. Et donc l'idée, c'est une réappropriation de cet espace-là et par des femmes noires avec une cosmétique libellée pour elles, puisqu'elle n'existait pas sur le marché de la cosmétique. Donc ça veut dire que, historiquement parlant, dans une histoire plutôt contemporaine, la beauté noire existe comme un champ commercial, comme un champ esthétique, qui est une construction. Ça, c'est pas une question, là, pour le coup, c'est une construction, et qui est une construction en réponse aux discriminations subies aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est aussi un champ en France que j'étudie pour le coup, et l'expression fait sens pour une partie des gens. Ça ne veut pas dire pour autant que les individus qui utilisent cette expression sont capables de définir ce que ça veut dire, puisque finalement, chacun a la sienne. Et chacun construit ce qu'il veut dans cet espace-là, et tant mieux. Parce qu'en l'occurrence, la question n'est pas de savoir s'il y a une beauté noire ou une beauté tout court, c'est comment en fait créer un espace où les gens, les populations noires peuvent se représenter, s'imaginer, imaginer leur corps
multiples, et ça, il faut vraiment le garder en tête, alors que dans des espaces plus normés, alors vous parlez d'occidental, mais il y a des normes aussi dans les espaces africains et afrodescendants. Mais comment, voilà, ça, c'est une possibilité que les gens n'avaient pas pratiquement. Avoir accès à de la cosmétique pour les populations noires en France, ça existait, mais en petite quantité jusqu'à présent. Maintenant, c'est un peu plus le cas. Pour les cheveux, il y avait plus de choses, mais voilà, on va pouvoir discuter des problématiques que ça engage. Mais le fait est, pour ne pas monopoliser la parole, ça reste un questionnement, puisque le dénigrement, malgré tout, des corps noirs existe toujours dans l'espace public, dans l'espace social et dans l'esthétique aussi, comme marché global. Absolument, je vous remercie, Madame Philippa Cavaggio. Je vais laisser la parole à Monsieur Nsi Bentoum. J'espère que je prononce bien votre prénom. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse par avance. Non, pas de souci, c'est parfait. Merci pour la parole et merci pour l'invitation. Alors, moi, pour parler de beauté en soi, je vais plutôt me tourner vers mes anciens, dans le sens où on va parler d'un sens large, et après on va vraiment venir très rapidement sur la notion de beauté par rapport au corps, par rapport aux cheveux notamment, puisque c'est la thématique. Mais par le passé, en tout cas, lorsqu'on trouvait quelque chose de beau, c'était quelque chose qui était d'une certaine manière aligné, dans le sens où ça avait sa place dans un endroit, tu avais ta place dans ta famille, tu avais ta place dans la société, etc. Et donc, tu pouvais être considéré comme quelqu'un. Alors, ça ne se traduirait pas vraiment comme beau, mais c'est plus ou moins ce qui pourrait se traduire, puisque avant même d'épouser quelqu'un, par exemple, une jeune femme qui va parler d'un homme qui lui fait la cour, la famille de la jeune femme va demander, entre guillemets, est-ce qu'il est beau, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de subvenir aux besoins? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en place dans la société? Est-ce que? Et tout ça, en fait, c'est toujours pour définir ce qu'il va apporter au groupe. Maintenant, lorsqu'on va parler d'une coiffure, par exemple, la notion de beau, de ce que je sais, c'est que les personnes qui étaient habilitées à coiffer, déjà, ne confiaient pas sa tête à n'importe qui, sa tête ou même son corps. Et donc, lorsqu'on va se trouver beau d'une certaine manière, c'est lorsque la technicienne, ou en tout cas, je ne sais pas si je peux vraiment dire l'artiste, mais en tout cas, lorsque la personne, on va traduire par la coiffeuse, va arranger vos cheveux d'une certaine manière, selon une certaine coiffure, pour que vos cheveux soient en ordre vis-à-vis de votre état, l'état dans lequel vous êtes. Donc, c'est pour ça que très souvent, on avait des coiffures différentes selon les différents âges, selon les différents statuts matrimoniaux ou autres, mais c'était parce que par le cheveu aussi, on arrivait à avoir justement cette forme d'alignement. Maintenant, dans les temps modernes, comment est-ce qu'on pourrait traduire une personne qui va se considérer comme belle lorsqu'elle ressort de chez son coiffeur ou chez sa coiffeuse? C'est que parfois, ça n'arrive pas toujours non plus, eh bien en fait, on va laisser s'exprimer la coiffeuse sur vos cheveux, et si elle est d'une certaine manière en connexion avec vous, votre état et tout le reste, elle va vous faire une coiffure, donc une sorte d'architecture capillaire qui va correspondre avec votre état. Et c'est ce qui va faire que quand vous allez vous regarder, vous n'allez pas forcément voir que le côté esthétique, mais vous allez sentir que effectivement là, tout va bien, tout est en place, et de là, vous vous sentez, on va dire, beau ou belle. Donc là, c'est plus un aspect je pourrais dire à la fois le côté fonctionnel, le côté être en alignement, plutôt que la notion pure et simple d'esthétique. Donc maintenant, pour entrer dans le domaine de beauté noire en soi, c'est vrai que je rejoins les deux personnes précédentes. Je ne sais pas si on pourra vraiment définir une beauté noire ou quoi, mais par contre, les critères pour savoir comment se coiffer, comment arranger notre corps et tout ça, nos anciens avaient ces codes-là. Il y a encore beaucoup de personnes qui les ont, et on pourrait peut-être se rapprocher pour le faire d'une manière moderne aussi, c'est-à-dire s'adapter aussi. Voilà.
Merci beaucoup pour votre partage. Effectivement, je rejoins toutes les réponses que vous nous avez partagées, hein. Je ne pense pas, à titre personnel, qu'il y ait véritablement une définition de la beauté noire au regard de la pluralité des personnes noires existantes, hein. Voilà, on peut parler des personnes noires à la peau un peu plus claire, des personnes noires à la peau un peu plus foncée. On rentre un peu dans le sujet du colorisme également. Cependant, là où j'ai envie de mettre l'accent en ce qui concerne la définition de la beauté, c'est l'héritage colonial que l'on subit tous et toutes, hein, en tant que personnes noires, qu'on a tous subi à un moment donné dans nos vies. Alors, peut-être que certains sont déconstruits sur ce sujet-là, mais cet héritage colonial se retrouve à tous les niveaux, hein, tant sur le niveau de la couleur de peau que sur le niveau de l'entretien des cheveux afro, parce que véritablement, là où le bas blesse en tant que personne noire, c'est qu'on ne connaît pas notre culture, on ne connaît pas notre histoire, ce qui fait qu'on subit la narrative de l'occidental qui nous dit que nos cheveux afro sont compliqués à entretenir, que nos cheveux afro sont trop crépus, que nos cheveux afro doivent être lisses et que par conséquent, pour qu'on rentre dans les critères de beauté occidentaux, il faut qu'on ait des cheveux lisses. Donc, il faut qu'on se défrise les cheveux, il faut qu'on se lisse les cheveux. Et en fait, cette narrative qui a été, comment dirais-je, véhiculée depuis des années et des décennies, fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, en tout cas en ce qui me concerne, hein, ma génération, pour parler de moi, se retrouve dans une situation où on ne connaît pas l'histoire autour de nos cheveux afro et du coup, on ne sait pas qu'en fait, la narrative qui est de dire que le cheveu afro, le cheveu crépus, même si on va y revenir avec vous, Nsi Bentoum, est un cheveu compliqué, est un cheveu difficile à manier, est un cheveu, comment dirais-je, problématique, parce que c'est dommage de penser ainsi, parce que du coup, Madame Smeralda, vous avez fait une étude sur ce sujet-là et vous vous êtes rendu compte que les Africains n'ont pas attendu que l'occidental vienne dire que son cheveu afro est compliqué à entretenir parce qu'on a créé des peignes adaptés. Il y a toute une technologie qui a été mise en place et qui a été utilisée par nos ancêtres par le passé, mais qui se perd aujourd'hui avec la génération actuelle, qui est une génération qui n'a pas cette curiosité-là de retourner dans l'histoire, de reprendre des ouvrages, de se renseigner, de se réapproprier son histoire, de se réapproprier sa culture et du coup de déconstruire, parce qu'il nous incombe aussi en tant qu'individu, en tant que personne noire, pour ne pas subir de racisme, pour être fiers de nos histoires, de faire nos recherches également pour pouvoir corriger les uns et les autres. Donc, je rejoins votre propos, Madame Smeralda, quand vous dites que vous êtes engagée pour la lutte autour de la domination blanc-noir sur l'aspect, sur ce qui concerne le cheveu afro. Je rejoins également Madame Filaba Cabadio qui expliquait que il n'y avait pas de définition à proprement parler de la beauté noire, hein. C'est un propos que vous partagez tous, mesdames et messieurs, membres du panel. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, quelque part, je ne sais pas, définir une beauté noire? Enfin, c'est une question que je pose un peu de manière impromptue, hein. Mais j'ai beaucoup aimé également le terme artiste que vous avez utilisé, Nsi Bentoum, pour définir et qualifier les coiffeurs, parce que c'est véritablement des artistes et de l'art qu'ils font quand ils s'occupent de nos cheveux afro. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir au plus soir ou rajouter d'autres éléments à ce que je viens de dire. Si ce n'est pas le cas, je poursuivrai avec les autres questions. Sur la question bien de ce que, effectivement, l'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour définir ce canon. Premièrement, parce que l'Afrique est bien plus ancienne que l'Europe. Deuxièmement, parce que l'Europe a puisé très largement dans toutes ces traditions de coiffure pour ses princes, ses rois, etc. C'est dans les traditions pharaoniques que l'Europe a puisé pour établir ces canons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est que nous devons analyser la question de la domination et des changements qui sont survenus dans la vie du peuple que nous formons, même s'il a un peu explosé, qu'il est effectivement réparti surtout, dispersé, disséminé sur tous les continents. Il y a ce que moi j'appelle des atavismes. Et on va retrouver, par exemple, chez nos femmes aux Antilles, nous qui sommes des populations très, très aliénées, eh bien, des savoir-faire incroyables, avec les cheveux, les tresses, la mise en valeur des cheveux, que les gens n'ont pas appris. Ça s'est transmis de manière atavique. Ça signifie donc qu'on n'extermine pas, bien sûr, un peuple dans ce qui peut faire les traits de culture qui sont ce qu'on appelle des noyaux centraux. Enfin,
important dans la définition de son être au monde. C'est pour ça que toute notre subjectivité n'a pas non plus été chamboulée, puisque dans mes travaux, j'essaye de montrer que nous restons des sociétés bicéphales. Quelle que soit la forme de domination qui s'exerce sur nous, nous avons deux têtes, une tête occidentale parce qu'elle s'impose par la violence, la militarisation, la domination économique et puis cette fameuse supériorité raciale vraiment qui commence à nous gonfler, pardon. Mais il y a une tête africaine, ce que j'appelle une tête africaine et que j'ai montré dans un de mes ouvrages qui s'appelle La culture de l'entraide. Et dans cette culture-là, je montre que ce que nous avons, que nous faisons, que nous savons faire, qui sont des traditions qui sont très à l'œuvre dans nos sociétés antillaises, sont des traditions africaines. Donc, ce qu'il faut, c'est dater ces phénomènes qui nous sont tombés dessus et qui sont, comme on le fait pour l'Égypte antique, qui sont en passe de nous faire croire que nous devons tout à l'Europe, à l'Occident, alors qu'on le voit comme pour l'Égypte antique, ces gens-là utilisent des peuples qu'ils soumettent, ils s'approprient leur savoir-faire et j'allais même dire leur savoir-être, et puis ils reviennent avec ces choses-là sur les peuples dominés, colonisés, et puis ils nous disent, voilà, c'est grâce à nous que, c'est grâce à nous que, qui, etc. Et le manque d'histoire, de savoir, ou la perte de petite mémoire, je dirais, qui nous touche, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, fait que nous ne sommes pas seulement dans une sorte de posture d'oubli volontaire de notre histoire, puisque nous la réclamons aujourd'hui. Le problème, c'est que ceux qui nous ont sous leur emprise ne nous autorisent pas à avoir accès à cette histoire-là. Et c'est le combat que nous menons qui fait que moi-même, à mes risques et périls de carrière notamment, j'ai décidé de travailler sur des thèmes qu'on a refusé de recevoir dans les universités françaises et même dans cette fameuse université des Antilles qu'on a aujourd'hui à la Martinique. Donc, il nous faut comprendre qu'il nous faut dater ces phénomènes pour ne pas inscrire le noir, si on veut, le kamite, l'africain, puisqu'on a 1000 dénominations, ce qui traduit aussi une situation de domination qu'il faut analyser. Eh bien, on est dans quelque chose qu'on a tendance à, comment vous dire ça, à pérenniser comme si le noir, avec un E, L majuscule, était dans cette situation de domination depuis toujours, puisqu'on oublie que ça a commencé à un moment donné et que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut qu'on analyse. C'est pour ça que dans Peau noire, cheveux crépus, je suis partie de l'esclavage, de la déportation de nos ancêtres du continent aux Amériques, et que j'ai montré que c'était daté, et que dans ce livre-là, je consacre un chapitre à comment était la beauté, comment était aux yeux de l'Africain la beauté, le corps, qu'est-ce que c'était que la couleur, etc. Et c'est grâce à cette, si vous voulez, l'établissement de cette historicité des malheurs qui nous tombent dessus, que nous pouvons aussi reprendre le pas sur notre civilisation d'origine et puis dire, voilà, maintenant on a compris ce qui nous est arrivé, on sait aussi pourquoi on a tendance à oublier, mais regardez la vitesse avec laquelle les atavismes reviennent. Les gens, ils n'ont pas, moi je vois, les gens n'ont pas besoin de réapprendre à se faire des tresses, à se coiffer ou à trouver des formes de beauté, enfin des bijoux, etc., des manières de s'habiller qui ne sont pas des manières occidentales, quoi qu'on dise. Voilà, donc ça c'était pour souligner que pour moi il faut contextualiser, ça nous garde une sorte de marge de liberté, on contextualise ce qui nous est arrivé, on a tout le temps présent à l'esprit ce qui se passait sur le continent avant la déportation de ces enfants et la domination de ces enfants qui a été ou qui ont été voilà, entre les griffes, j'allais dire, de prédateurs qui ne leur ont laissé aucune chance d'exister en tant qu'être humain, parce qu'on était des meubles. Hein, je rappelle à ceux qui l'ont oublié que notre statut de meuble n'est même pas effacé, puisque le Code noir n'est pas abrogé dans un pays qui s'appelle la France et qui nous dit qu'elle est démocratique par-dessus tout et que c'est la République qui régit nos destinées. Donc le Code noir n'est pas abrogé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce code qui faisait de nous des meubles est encore, il suffira qu'on décide de le réactiver pour qu'il redevienne ben, le code, l'ensemble du texte juridique à partir duquel bon, on va nous dire voilà qui vous êtes ou qui vous n'êtes pas. On va vous vendre avec des tables et des chaises, on va vous traiter aussi, vous couper des jarrets, des têtes, des bras, comme on le veut, etc. Donc tout ça nous demande de rester dans l'histoire, de ne pas comment vous dire ça, nous essentialiser comme si nous étions avec les gens qui vont chercher dans la malédiction de Cam et je ne sais quoi, quelles absurdités. Moi, je suis sociologue, je travaille à partir des faits et les faits sont ceux-là qui, depuis, on va dire, 2, 3 siècles, nous ont transformés dans ce que nous sommes. Mais malgré tout, nous sommes attachés à notre civilisation, nous sommes conscients des malheurs qui ont touché notre mère alma mater. Nous sommes conscients que c'est nos combats qui vont permettre que nous rétablissions notre dignité aux yeux de ceux qui sont toujours, parce que Madame Sarah, je ne vais pas garder son nom, a dit que la question de l'esthétique du corps noir dans le monde dominant dans lequel nous sommes n'est pas encore réglée. La question d'un corps noir qui s'afficherait comme il veut dans la civilisation que les Occidentaux considèrent comme étant leur propriété, elle n'est pas réglée, cette question-là, puisque nos sœurs continuent à se blanchir, des sœurs parmi nous continuent à se diffuser, et des sœurs font toutes sortes de maladies machin, quand il s'agit de se présenter avec leur corps réel, je mets des guillemets aussi, dans l'espace public, parce que l'Afrique n'a jamais été il s'est présenté à l'état brut, comme si voilà, il était totalement ensauvagé. Ça n'a jamais été encore laissé livrer à lui-même. Au contraire, et je l'ai assez dit dans les autres ouvrages, même en Cheveux d'appoint, j'ai montré combien les Africains attachaient un prix extraordinaire à l'esthétique, au parfum, au maquillage, à la beauté en soi. Donc voilà, pour moi, cette frontière historique, c'est elle qui va nous permettre de rebondir et qui nous permet de rebondir. Nous ne sommes pas des essences et nous n'avons jamais été des choses ensauvagées. Nous avons toujours donné beaucoup de place à l'esthétique parce que c'est d'abord, l'Africain est d'abord un être social, d'abord socialisé. Et lisez donc Fodé Diawara, Manifeste de l'homme primitif, pour comprendre à quel point l'être africain a mis la communauté, donc le social, au cœur des processus de vie qui rassemblait ses membres et qui faisait que chacun existait pour chacun. Voilà. Merci beaucoup, Madame Smeralda. Vous avez anticipé un certain nombre de questions que j'allais vous poser à vous tous, messieurs, dames, membres du panel. Mais du coup, là, je vais passer à la phase où j'ai des questions que je souhaiterais adresser à chacun d'entre vous de manière individuelle. Je vais commencer avec vous, Madame Fila Bakabadio. Du coup, j'avais 2 questions pour vous. Pourquoi avoir écrit un ouvrage sur l'Atlantique noir et l'afrocentricité ? Et aussi, enfin, en quoi et pourquoi, selon vous, toujours, le cheveu afro a une portée politique? Quand je parle de portée politique, je parle de l'afrocentrisme. D'accord. Alors, pour répondre à votre première question, je n'ai pas écrit d'ouvrage sur l'Atlantique noir, c'est mon champ d'études, c'est le domaine dans lequel je travaille. La personne qui a écrit un ouvrage sur le sujet, c'est Paul Gilroy, dont le livre s'intitule justement Black Atlantic. Et donc, je m'inscris dans ce champ-là, à savoir, et pour faire le lien avec ce que disait Madame Smeralda, voir les continuités, en fait, entre les populations noires. C'est-à-dire que on parle effectivement nécessairement des discriminations, de l'esclavage, de la colonisation. Et ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est de voir ce qui est créé à travers des continuités, à travers les liens que les gens maintiennent les uns avec les autres, ou alors recréent. Alors, pourquoi avoir écrit un ouvrage sur l'afrocentrisme aux États-Unis, pas ailleurs, pour le coup, parce qu'il y a d'autres formes dans d'autres endroits que je connais moins. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'était ma thèse de doctorat, c'est-à-dire donc il y a un millénaire. Pourquoi? Parce que je voulais savoir quels étaient effectivement les liens des Africains américains avec l'Afrique et comment ils pensaient cette Afrique.
Et les afrocentrismes sont apparus à ce moment-là dans l'espace social aux États-Unis. Et donc, la question, c'était de savoir quelle Afrique ils représentent, sous quel format, sous quelles images. Il y a eu des imaginaires aussi, et quelles pratiques se sont développées. Donc là, en l'occurrence, ça n'était pas sur l'esthétique autant que ça. Il y a eu des parties sur l'esthétique qui, pour le coup, ne concernaient pas tant que ça les cheveux, à savoir que il y a une tradition depuis au moins les années 50-60 de militants, notamment nationalistes, qui arborent des cheveux non défrisés. Alors, on connaît tous le Black is Beautiful, qui est donc le slogan qui rassemble tout ça. Et donc, c'est la manière la plus symbolique que les militants ont pu trouver pour impacter l'espace social et pour se montrer comme ils le souhaitaient. Alors, ça s'accompagne aussi de tenues. Les Panthères Noires, donc le parti le plus connu des Panthères Noires, puisqu'il y en a eu 12, avait voilà, tout cet uniforme avec les blousons de cuir et autres. Et puis, d'autres mouvements, comme la Nation of Islam, avaient plutôt des coupes plutôt assez carrées pour les hommes. Et les femmes continuaient parfois à se défriser les cheveux. Mais c'était un discours et toute une rhétorique d'une forme d'émancipation, libération. Je vous rappelle quand même qu'on a la période de la ségrégation et qu'on a le mouvement pour les droits civiques qui a conduit à des avancées, mais pas suffisamment et pas de manière esthétique pour cette jeunesse des années 60-70. Et donc, ce n'est pas particulièrement de l'afrocentrisme, ce sont les origines de l'afrocentrisme, à mon sens, aux États-Unis toujours, parce que dans d'autres espaces, c'est plus lié à Cheikh Anta Diop et à l'image de Cheikh Anta Diop et à son héritage intellectuel. Alors, pourquoi l'avoir écrit? Parce que voilà, c'était mon sujet de thèse et parce que aussi, je voulais savoir comment étaient recréés ces liens avec l'Afrique d'afro-descendants aux États-Unis et saisir comment, dans cet espace-là, la recréation du lien passait aussi dans une partie par le corps. C'est-à-dire que là, en l'espèce, c'était plutôt s'habiller avec des tissus africains, principalement le kente, et pas le wax, par exemple, qu'il connaissait moins et dont il connaissait beaucoup moins l'histoire. Et donc, c'était ça l'objectif, en fait. Donc, ça n'a pas de rapport avec le sujet d'aujourd'hui, le sujet qui m'occupe actuellement. Et le cheveu afro, rappelez-moi la deuxième question. Oui, bien sûr. Du coup, la deuxième question, c'est en quoi et pourquoi le cheveu afro a une portée politique, l'afrocentrisme, selon vous? Alors, le cheveu afro, les cheveux afro. J'ai un peu de mal à dire le cheveu afro parce que. Vous avez raison. Non, mais très honnêtement, le singulier me pose toujours problème parce que ça fait partie de l'essentialisation de ces corps, en fait. Et une partie de l'essentialisation contre laquelle les uns et les autres, à différents niveaux et dans différents espaces, nous luttons et nous tentons de déconstruire. Et donc, j'insiste toujours, c'est peut-être ma marotte et puis l'âge qui vient, mais sur la diversité de ce que nous sommes tous, en fait. Et que cette diversité-là, en fait, à la fois dans les apparences qu'on peut avoir, ne peut pas être annihilée, en fait, par la catégorie noire qu'on est tous bien obligés de subir, mais qui est une catégorie. À moins de pouvoir être comme Césaire, de dire noir je suis, noir je resterai, bon, on n'en est pas tous là. Donc, le cheveu est politique, oui, parce que, comme disait ma collègue, en fait, de toute façon, depuis l'esclavage, la construction de l'imaginaire du corps noir s'appuie sur un certain nombre de caractéristiques, critères. Il y a la couleur de peau et puis principalement le cheveu, avec des descriptions très, très développées au XVIIIe siècle sur la texture, sur je vous passe les détails des explications assez glauques, en fait, de la texture de la peau, de la couleur de la peau, de la raison pour laquelle les gens seraient noirs naturellement, enfin voilà. Et c'est toute une construction d'une rhétorique, en fait, une rhétorique visuelle qui, d'un auteur de l'époque, pensait quand même qu'on est au XVIIIe siècle, on est en période d'expansion coloniale, on a l'esclavage, il y a des textes qui sont des justifications, en fait, de ces formes de domination, qui se sont répétées d'un auteur à l'autre et contre lesquels, en fait, on a toujours les traces d'eux aujourd'hui, en fait. Le monde a bien changé, hein. Je ne suis pas en train d'expliquer que les choses sont identiques. Le fait est, c'est que cette lecture et cette construction des corps avec le cheveu crépus,
la peau d'une certaine couleur, donc composer l'autre, c'est déjà une forme de politique et ça vient d'une construction de la domination coloniale. Ça, c'est clair. Et qui se poursuit ensuite. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est comment renverser ça et comment les gens eux-mêmes ne sont pas forcément des objets d'eux. C'est-à-dire que comment les gens arrivent à trouver un espace pour redevenir humains. Parce que c'est ça aussi ce qu'ils souhaitent. C'est comment redevenir humains et comment utiliser leur corps pour redevenir humains et être eux-mêmes. Et en réfléchissant en fait au panel avant de vous rejoindre, je regardais des images du National Geographic qui avaient été prises au début du XXe siècle, je ne me souviens plus de l'auteur, qui prenait, comme ça se faisait à l'époque, en fait, des photographies de différentes populations africaines pour établir une typologie comme ça se faisait à ce moment-là, à savoir tel peuple, les Haoussa, je ne sais pas, les Congos ou autres. Et donc, en essayant d'avoir des apparences qu'ils allaient attribuer à une région et à un peuple. Et finalement, les gens qu'on voit apparaître là sont aussi des gens qui arborent des coiffures. Il y a des coiffures, par exemple, de guerriers Amansuzu, qui en fait montrent des coiffures très pointues, avec des parties rasées, avec des tresses, enfin, voilà, des choses assez complexes. Et ces images-là qu'on voit au début du XXe siècle m'ont rappelé des gravures que je voyais d'esclaves aux États-Unis qui résistaient en fait à l'esclavage par la coiffure. C'est-à-dire qu'en fait, ils refusaient de se faire raser la tête et essayaient de garder en fait les coiffures qu'ils avaient eues dans leur région d'origine en Afrique. Et c'était une manière en fait de s'affirmer et d'être des individus. Donc ça, c'est une continuité en fait. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les gens sont capables toujours de reproduire ces coiffures, mais ça veut dire qu'il reste toujours quelque chose malgré tout. Et comme disait ma collègue, en fait, en parlant d'atavisme, alors je ne sais pas si j'utiliserai ce mot-là, mais en tout cas, ça reste toujours. Et que c'est peut-être une méconnaissance de ces restes et peut-être une adhésion aussi à des formes plus commerciales, en fait, d'esthétique, qui sont pour le coup un marché global. Ça, c'est une partie très importante, c'est-à-dire que quand vous parlez de gens qui ne connaissent pas le passé, je ne sais pas en fait, mais c'est plutôt parce qu'on est géré par un marché de la cosmétique globale qui a imposé des normes, des canons et une typologie des corps. Et même qu'on soit blanc, asiatique ou n'importe quoi d'autre, quand vous allez regarder un produit capillaire, un shampoing ou autre, on va définir pour vous dans quelle catégorie vous allez être, en disant tel produit est pour tel type de personne, tel type de produit pour tel type de corps. Et donc, pouvoir en fait avoir une certaine liberté, c'est pouvoir choisir de dire ben non, finalement, je ne rentre pas dans cette case-là, et puis je vais prendre le produit d'à côté. Et c'est ça qu'on peut aussi faire. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans les débats qu'on a, c'est que les gens retournent la chose en disant je n'ai pas forcément besoin de passer par ce canal-là, et pas plus que passer par d'autres normes qui seraient tout aussi imposantes et invasives de leur espace privé, en fait. C'est comment créer en fait ces continuités-là et ces espaces-là de réappropriation de soi en disant je suis un individu qui appartient à un collectif, alors quel qu'il soit, on peut dire population noire, on peut dire afrodescendant, on peut dire afropéen, c'est le choix de chacun et c'est ça qui est intéressant. Je vais peut-être laisser la parole au dernier invité. Merci beaucoup pour votre partage. Moi, je voulais juste rajouter quelques petits éléments pour faire écho à ce que vous nous avez dit. Effectivement, hein, quand on parle du marché de la cosmétique, que ce soit attrait aux cheveux ou même attrait à la beauté, la difficulté, c'est qu'en tant que personne noire, on achète des produits qui ne sont pas forcément adaptés à nos peaux parce qu'ils sont testés sur un panel de personnes caucasiennes. Et du coup, on ne se pose pas les bonnes questions, on ne pousse pas assez la réflexion. Et on se retrouve confronté des fois à des problèmes capillaires ou à des problèmes de dépigmentation malgré nous ou à des éruptions cutanées et on ne sait pas forcément les traiter, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on a du mal à trouver l'origine du mal qui nous ronge, entre guillemets, mais c'est aussi parce que le marché n'est pas adapté à nous, en fait, parce que tous les dictats, tout est dirigé et comment dirais-je, organisé par les personnes caucasiennes. C'est ce sur quoi je voulais mettre l'accent.
honnêtement, si vous allez pour être très pragmatique, si vous allez à Château d'Eau acheter des produits cosmétiques, il est très clair qu'en termes de qualité, il est rare de trouver des choses qui ne vont pas vous abîmer. Alors, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais c'est quand même le cas, que ce soit pour la peau ou que ce soit pour les cheveux. Si vous allez acheter dans un magasin de type Monoprix, c'est ma journée promotion, vous aurez potentiellement des produits qui seront peut-être plus testés. C'est-à-dire que c'est moins un manque d'adaptation à la couleur de votre peau, mais plutôt au fait que dans les produits qui sont vendus dans des espaces comme Château d'Eau, la qualité ça abîme les peaux et ça n'est pas lié à votre couleur de peau. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait blanc allant acheter à Château d'Eau une crème hydratante aurait certainement autant de problèmes que vous en termes de réaction, en fait. Donc, la question, c'est le double marché qui a été développé par des marques cosmétiques plutôt installées et initialement, pour le coup, une bonne partie africaine-américaine, comme ça n'est pas le même marché. Vous n'êtes pas censé avoir accès aux mêmes choses. Alors qu'aux États-Unis, il y a un marché de la cosmétique noire qui existe depuis toujours, avec de la cosmétique de luxe et qui est aussi de très bonne qualité. Donc, c'est moins le fait que vous achetiez, qu'il y ait des différences entre les personnes, parce qu'on est tous pareils réellement, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on produit et où on vous vend les choses. Et là, pour le coup, vous pouvez avoir des soucis. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Du coup, je vais m'adresser à vous, Monsieur Ntibantoum. Je sais que vous êtes chevotologue, mais concrètement, pour l'audience qui ne vous connaît peut-être pas forcément, quel est concrètement le concept du chevotologue? Que proposez-vous et par quel biais parvenez-vous à communiquer sur votre approche et la démocratiser? J'ai ma petite idée de la réponse, mais je souhaiterais vous écouter à ce sujet, s'il vous plaît. D'accord, merci. Alors, moi, en tant que chevotologue, déjà, chevotologue, c'est un mot qui n'existe pas, c'est clair. Il sera peut-être dans le dictionnaire un jour, qui sait. Mais chevotologue, ça me vient du Nouchi. Donc, c'est une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire, qui a pris la langue coloniale, donc le français, et qui va la malaxer, la mélanger avec d'autres mots de différentes langues locales en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est à la suite d'une masterclass à domicile, donc dans une famille ivoirienne, que la personne à la fin a dit, mais toi, vraiment, avec les connaissances que tu as, en fait, tu es chevotologue, quoi. Donc, on en a ri au départ. C'était sympa parce qu'au moins, on sait que je parle de cheveux. Et elle a rajouté le logos derrière pour montrer une certaine expertise. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, ça me permettait justement de sortir de certaines cases, puisque je ne suis pas coiffeur, je n'ai pas de CAP de coiffure, je ne sais pas coiffer, à part faire des vanilles, et je ne suis pas non plus, je crois qu'en anglais on dit trichologist, donc ceux qui s'occupent des problèmes au niveau du cuir chevelu, et je ne suis pas non plus dermatologue. Mes connaissances, elles me viennent des techniques ancestrales, notamment la première à m'avoir initié à cela, c'est Feu Gillette Lewat, donc Dame Lewat, avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs années. Et ensuite, même lorsque je me sépare d'elle, je vais dans les villages et je vais poser les questions aux anciens. Mais attendez, comment on faisait avant? Vous voyez? Donc, et c'est de là que j'obtiens certaines réponses. Et obtenant ces différentes réponses-là, je me rends compte que on est peut-être en train de marcher sur la tête éventuellement. Donc, de là, je commence à répandre les informations que j'ai, en tout cas, puisque je répète toujours, moi, je n'ai rien inventé, hein, je ne fais que récolter plusieurs choses et je ne me considère que comme le maillon d'une longue chaîne de transmission, donc vraiment à l'époque même antécoloniale. Et du coup, comment est-ce que je fais pour répandre un peu plus ce message? C'est via des masterclass publiques, privées, via souvent des lives aussi, via les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'essaie de toucher un maximum de personnes pour qu'elles comprennent aussi ce qui se passe au niveau justement de l'industrie, de la cosmétique, au niveau mental, psychologique aussi, en tout cas de ce que moi, à mon échelle, j'ai pu comprendre et ce que j'arrive à expliquer. D'où le fait que j'ai un hashtag qui s'appelle tout simplement Emancipate Your Hair, donc émancipe ton cheveu. C'était aussi un petit clin d'œil à tonton Bob Marley. Voilà.
Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez anticipé une des questions que j'avais pour vous au regard de l'émancipation. Parce que dans votre concept de chevotologue, vous parlez d'émancipation. Mais pourquoi est-ce que vous parlez d'émancipation du cheveu afro et non de décolonisation? Je pose la question là, je retourne vers Madame Smeralda et je reviens vers vous. Merci beaucoup, Monsieur Nsibentou. Madame Smeralda, je vous écoute, je vous en prie. Ce que je voulais dire, enfin j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est qu'il nous faut contextualiser ce qui est arrivé à notre peuple. Lorsque les colons arrivent sur le continent et qu'ils développent d'abord la TNT, traite négrière transatlantique, et puis par la suite la colonisation sur le sol même africain, ils disent on ne va pas se contenter de coloniser leur territoire, mais également leur corps. Mhm. Le corps noir fait partie des projets de colonisation. Donc pour moi, je l'ai traité comme un territoire politique, un territoire géopolitique. Lorsque les Blancs s'attaquent aux Noirs sur le continent, ils ont cet objectif-là, de le dénaturer, de le sortir de son ensemble sociologique et de son importance sociale, puisqu'il est d'abord un élément de reconnaissance. Vous voyez, là où les Blancs ont développé des marqueurs sociaux qui sont des codes pour désigner les fonctions des hiérarchies, etc., l'Africain a beaucoup fait sur son corps. Et son corps était profondément politique sur son continent, dans sa civilisation. Son corps indiquait, marquait, portait, si vous voulez, les significations sociales, sociologiques qui lui étaient nécessaires dans son environnement pour se positionner, être reconnu et reconnaître. Ça, c'est un travail. Donc, le premier travail qui a été fait de destruction, de tentative de destruction de ce corps-là, ça a été de le politiser pour les besoins de sa domination par les colons. La deuxième chose que je veux dire, c'est que dans nos façons de dire qu'il n'existe qu'un cosmétique ou que des cosmétiques pour caucasiennes, nous sommes finalement dans l'investissement de l'idée que finalement ce sont les Blancs qui doivent créer pour nous. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis que les Blancs, les Occidentaux inventent pour eux, ils inventent pour eux, pour les connaissances qu'ils ont aussi de leur corps. Le cheveu caucasien est un cheveu qui devient gras à la base. Il a besoin plutôt de shampoing à base alcaline, pas le cheveu noir. Donc, même si vous allez dans des boutiques très bien achalandées, où c'est plus cher, ou c'est de meilleure qualité, le produit de base pour le cheveu occidental, parce qu'on n'inventait pas jusqu'à maintenant pour les peaux noires ou les cheveux noirs, c'était un shampoing alcalin. Les nôtres les ont utilisés pendant des siècles et ils ont détruit leurs cheveux qui a peu de sébum et qui avaient besoin sur le continent. À quelle base, avec quoi les shampoings étaient-ils fabriqués? Avec des choses, des feuilles, des variétés dont bon, je ne sais pas si ce sont les mêmes chez nous, mais sur le continent. Mais pour moi, ce sont des pratiques d'inspiration africaine. Les feuilles d'hibiscus, le gombo, l'avocat, tout ce qui graissait, qui gluait, voyez, parce que l'Africain avait une connaissance parfaite de son cheveu. Lorsqu'il arrive dans la civilisation occidentale et qu'on lui sert, qu'on lui dit, donc sur les étals, il y a des shampoings pour cheveux secs, cheveux normaux, etc. Oui, ce sont des catégories qui correspondent aux catégories qui sont repérées, répertoriées chez les Occidentaux. Mais le cheveu crépus n'a jamais trouvé dans l'industrie de la cosmétologie occidentale ses besoins, à satisfaire ses besoins. C'est depuis qu'il y a eu ce fameux mouvement dit NAPI que les firmes comme L'Oréal, etc., se sont inquiétées de voir que, voilà, elles vendaient beaucoup moins si elles se sont intéressées à, finalement, comment leur faire des shampoings qui vont satisfaire leurs besoins. Donc, il y a deux choses dans ce que je dis là. Il y a le fait que nous disions, oui, mais les Blancs font des shampoings ou des choses pour eux,
et pas pour nous. Oui, parce que nous, entre-temps, nous avons pris l'habitude d'attendre que ce soit les Occidentaux qui fassent pour nous. Or, nous savions faire. La question, c'est quelle est la nature la rupture que nous avons vécue avec le continent qui a fait que nous avons, on va dire, délégué à une civilisation qui ne nous connaît pas, parce que ça fonctionne à base de stéréotypes, de préjugés, etc. Ce sont des modalités de connaissances, entre guillemets, qui sont fonctionnelles pour eux. Mais nous savons bien que derrière tout ça, nous ne sommes pas connus, qu'on n'a pas envie non plus de nous connaître. Donc nous avons des besoins et nous aurions besoin que nos gens qui les connaissent les prennent en charge, ce qui commence à se faire. La troisième chose que je voulais vous dire, donc, c'était que la rupture que nous avons vécue, eh bien, elle peut se mesurer à ce type de discours devenu banal que nous tenons sur nous-mêmes. Les Occidentaux ne font pas pour nous. Cette forme de délégation qui est implicite et qui participe aussi d'un certain nombre d'attentes qu'on a projetées sur celui qui nous transforme finalement, nous inscrit dans une relation du type syndrome de Stockholm, fait que nous avons des problèmes qui sont nés de formes je ne sais pas s'il faut appeler ça d'aliénation, parce que ce mot-là me pose un peu aussi des problèmes, mais des formes si vous voulez, de surpouvoir que nous accordons à ceux qui se sont appropriés nos corps et nos destinées d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut que nous réfléchissions aussi à cette espèce de transfert que nous avons opéré, que nous n'interrogeons pas suffisamment et qui explique aussi un certain nombre de postures que nous gardons en les critiquant certes, ce qu'on nous fait, mais en oubliant que nous avons du coup, par je ne sais quelle opération, transféré toutes nos affaires, tous nos savoirs, toutes nos attentes dans le camp de ceux qui nous ont colonisés. Donc nous sommes un petit peu en difficulté à cause de ces transferts non interrogés et de ces adaptations à nos corps différents, à nos cheveux, etc., de produits, de cosmétiques, de manière de concevoir aussi la beauté, qui sont finalement déconnectées de celles qu'elles étaient, ces manières qui étaient celles que notre continent nous a données. Parce que, je vous rappelle, que les Africains ont toujours su qu'il ne fallait pas utiliser de produits alcalins sur leurs cheveux. D'accord? Or, c'est ce que nous utilisons en majorité aujourd'hui. Absolument. Mais je suis tellement d'accord avec vous, Madame Smeralda. Vous avez anticipé un certain nombre de questions que j'avais pour vous. Mais j'arrive à vous très, très bientôt. Et comme le temps presse, je ne vais pas pouvoir plus voir à tout ce que vous dites, mais sachez que je suis d'accord, que je suis totalement en phase avec vos partages. Et je vais revenir vers Monsieur Nsibantoum, si vous êtes d'accord, afin que vous nous partagiez votre réponse sur la question que je vous ai posée au sujet de l'émancipation du cheveu afro versus la décolonisation du cheveu afro, parce que je suis certaine que vous avez une petite anecdote à nous partager là-dessus. Et en même temps, si vous êtes d'accord, de nous partager également pourquoi est-ce que vous agissez de sorte à ce que toute personne noire se détache du terme crépus, du qualificatif crépus qu'on associe à nos cheveux afro. Je vous laisse vous exprimer. Bon, alors, émancipation plutôt que décolonisation, j'ai envie de dire que selon moi et puis selon certains aînés que j'ai, ça ne vient pas de moi, mais j'adhère totalement. Pour décoloniser, je pense que c'est le colon à la limite qui peut décoloniser entre guillemets. Moi, demain, si quelqu'un est censé me mettre en prison, un juge ou je ne sais quoi, et que je sors par mes propres moyens, je ne veux pas dire que j'ai été libéré de prison. Je veux dire que je me suis évadé en fait. Et là, pour le mot émancipation, je pense que c'est beaucoup plus adapté à notre situation plutôt que de décoloniser en fait. Je sais que ça peut faire débat ou pas, mais on va dire que c'est le parti pris que j'ai pris. Voilà. Raison. C'est très, Voilà. très, très évocateur comme explication et je m'inscris totalement dans cette mouvance d'émancipation plutôt que de décolonisation. Il est important que l'on prenne l'ascendant
sur ce type de processus. Donc, merci beaucoup pour ces éléments d'éclairage partagés avec nous. Je vais revenir vers vous, hein. J'ai encore quelques questions à vous poser dans l'ensemble, mais il me reste une question que je souhaitais adresser à Madame Smeralda avant de passer à des questions un peu plus d'ordre général, hein, parce que Madame Smeralda a déjà abordé dans les grandes lignes, mais également Madame Filaba Cabaggio et vous-même, Monsieur Ntibentou, tout ce qui a trait au colorisme, tout ce qui a trait à l'appropriation culturelle, le mouvement Nappy Hair également, on va y venir. Mais sans plus tarder, Madame Smeralda, j'avais une question pour vous. Vous y avez déjà répondu en quelque sorte, hein, mais je vais vous laisser l'opportunité de vous exprimer. Comme on est un peu dans une course contre la montre, il nous reste approximativement 30 minutes encore d'échange. Qu'est-ce qui a suscité en vous cette envie de vous lancer dans ce combat que vous menez aujourd'hui autour de la déconstruction des idées reçues sur les cheveux afro et la réappropriation de notre culture, qui d'ailleurs est plurielle, je tiens à le préciser. Et enfin, quels ont été vos constats, votre parcours et les difficultés que vous avez rencontrées dans justement toutes ces études que vous avez menées dans le cadre de votre livre, hein, dont vous êtes auteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Madame Smeralda? Ce par quoi je peux commencer, c'est vous dire que décider de travailler sur notre peuple, si vous voulez, à travers ces différentes ramifications, c'est prendre des risques sur sa carrière universitaire. C'est important de le dire. Il faut qu'on le dise, parce qu'il faut qu'on sache, même les étudiants qui utilisent une bibliographie afro-africaine sont stigmatisés. Et j'ai eu des étudiants en pleurs qui m'ont dit qu'on leur a dit, ici nous sommes en France, il n'est pas question de parler de race, de couleur, nous sommes en République, etc. Donc ça, c'est un problème qui est encore réel. J'ai eu aussi des étudiants allemands afro en Allemagne qui n'ont pas pu soutenir leur thèse parce que les enseignants allemands de leurs universités n'ont pas reconnu les références africaines dans des travaux qu'ils menaient. Et donc j'ai eu ça, c'est encore assez récent. Peut-être que ça s'ouvre, l'université française s'ouvre un peu à la littérature afro, mais il faut que les gens comprennent dans exactement quel type de rapport nous sommes. Quand nous parlons du cheveu, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon paradigme, celui que j'explore, c'est celui de la domination. Premièrement, parce que c'est vrai qu'en tant qu'individu, je suis férocement opposée aux inégalités et à ce que je vis comme une injustice incroyable. Comment on peut faire payer à des gens pour leur apparence, leur corps, parce que le sociologue s'occupe d'intégration. Comment pouvez-vous expliquer, comprendre, accepter et ne pas le dénoncer que des gens ne trouvent pas leur place dans une société à cause de leur corps, à cause de leur couleur, à cause de leurs cheveux? Parce que toutes les expériences qui sont menées montrent aujourd'hui que le premier facteur de discrimination et de difficulté à s'intégrer qu'ont nos populations, c'est la couleur. Ça signifie qu'on n'est pas dans quelque chose de contingent, d'accessoire, c'est central, puisque votre corps, il faut le mettre au milieu de la société, du social, pour pouvoir vous faire une place. Or, voilà qu'on vous dit, avec ce corps-là, vous n'avez pas de chance, ou il faut le métisser, il faut le diluer, il faut le fondre, il faut l'ajuster avec un corps blanc. Enfin bref, il n'a pas de légitimité. C'est insupportable. C'est l'une des raisons qui font que dans mon paradigme, donc en tant que sociologue qui s'intéresse aux inégalités, aux discriminations, au racisme, etc., eh bien, j'ai pris cet exemple-là en illustration. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas... Voilà, on a fait de moi une spécialiste du cheveu crépus, mais en fait, moi, je travaille sur les inégalités, les difficultés d'intégration de nos gens, et j'ai pris en illustration un exemple, un phénomène qui est à la fois politique, sociologique, biologique, etc., qui consiste, donc qui a pour résultat d'exclure nos peuples, nos gens, du fonctionnement normal des sociétés modernes. Alors,
La difficulté ne vient pas de ce que, bon, les Européens ne veulent pas de nous dans ce que nous pouvons présenter, ou bien nous tolèrent, ou bien on fait des efforts pour nous tolérer. Mais ces phénomènes-là, dans les sociétés où ils ont dominé ces gens-là, ces phénomènes-là sont très à l'œuvre, très actifs. Dans ma société martiniquaise, je dénonce au quotidien le racisme qui touche nos populations, à nos segments de population qui ont les peaux les plus foncées. C'est dans les cours d'école, les enfants sont martyrisés, on les traite d'Africains, on les traite de... Vous leur demandez, mais quand vous traitez vos petits copains d'Africains, vous venez d'où? C'est quoi les nuances de peau qui les distinguent? On ne les voit même pas. Mais c'est ça, dire, vous dire que vous êtes un Africain, c'est l'insulte suprême pour beaucoup de nos enfants. Ou entendre des parents venir me dire, oui, mon enfant m'a demandé, maman, pourquoi tu m'as donné un papa noir? Pourquoi je ne suis pas blonde comme ma petite copine? Pourquoi ci, pourquoi ça? Nous sommes dans des sociétés qui sont théoriquement majoritairement habitées par nous, enfin par des personnes comme nous, dites noires, entre guillemets, ou bien camites, comme vous voulez, et pourtant, le racisme qui est à l'œuvre entre nous, qui nous divise et qui font que les plus clairs de peau sont ceux-là qui ont le plus d'avantages, qui profitent le plus des bienfaits de la société, qui sont pour moi des bienfaits collectivement produits. C'est inadmissible quand on est sociologue et qu'on comprend et qu'on sait décoder ces phénomènes. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur ces inégalités, ces injustices, et l'illustration, c'est le montrer à travers les corps, les traitements différenciés des corps, les insultes qui continuent aujourd'hui, les stratégies d'union qui sont à l'œuvre. On épouse des blanches, des femmes blanches, des femmes plus claires, et les femmes noires, voilà, sont confinées dans des rôles plus sexuels, etc. C'est vraiment des sociétés qui dysfonctionnent, et il faut dénoncer ces phénomènes. Donc, quand vous êtes bien dans une carrière et qu'on vous dit, oui, voilà, ces études-là ne nous intéressent pas parce que vous êtes censé être payé par l'université. On ne vous paie pas pour travailler sur des nègres. C'est quoi ça? Donc, ou bien il y a des stratégies derrière. Donc, moi, j'ai pris mon cheval de bataille, j'ai continué à travailler là-dessus et j'ai dit, par rapport aux propositions qu'on me faisait, que mais j'avais déjà ma problématique, j'étais chercheur dans ce domaine-là et on m'a dit que nous sommes des Français, j'aimerais qu'on m'autorise à travailler sur mon peuple. Eh bien non, ça n'a pas été possible, mais ça ne fait rien. Ce sont beaucoup de choses qu'il faut assumer dans la douleur, dans l'isolement, dans la souffrance. Mais aujourd'hui, quand je vois, bon, j'ai pas de retombée de ça, mais quand je vois le bien que ça a fait à beaucoup de gens, je me dis, ben, ça a servi. Même si Absolument, ça m'a desservi, mais ça a servi. Et absolument. comme moi, comme je considère que je suis sociologue et que je travaille pour mon collectif, eh bien, voilà, les choses sont comme ça. Je ne vais Mhm. pas vous dire que les frustrations ne sont pas là, mais voilà. Donc, le travail de détabouiser ces injustices qui portent sur les corps des nôtres qui n'ont rien demandé. Il ne faut pas l'accepter, quelles que soient les pressions que nous font travailler sur cette problématique-là, surtout que moi, j'ai été une pionnière. Mhm. Hein, vous C'est savez vrai, que Peau Noire a aujourd'hui 17 ans, mais absolument. j'ai travaillé sur Peau Noire dans les années, fin des années 90. Et Mhm. quand Peau Noire est sorti, on a fait un travail immense avec Boucle d'Ébène pour sensibiliser nos populations. Donc ça a été, si vous voulez, en même temps que j'étais pardon, universitaire, que j'étais dans la recherche et que mes ouvrages restent des ouvrages universitaires, eh bien, j'ai eu de plus en plus de mal à m'insérer parce que quand on a voulu le faire à Strasbourg, où j'étais dans une immense université pour son département de sociologie extraordinaire où j'ai vraiment appris mon métier, eh bien, on m'a proposé, en contrepartie, pour m'intégrer, on m'a proposé de travailler sur les relations franco-allemandes et j'ai dit, mais j'ai déjà mon Mhm. paradigme et je voudrais pouvoir le garder. Donc, il fallait que je fasse un choix parce qu'on ne vous paie pas pour travailler pour vous ou sur vous. On vous paye pour travailler surtout quand on décide que vous êtes un bon chercheur et qu'on peut profiter, tirer profit de vous. Donc voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand nous choisissons, et il faut que le combat se mène,
quand nous choisissons, je pense que dans les sociétés américaines, on a plus de liberté, on est communautariste et on reconnaît beaucoup plus les travaux des universitaires afro ou afrodescendants. Chez nous, c'est difficile. En France, c'est difficile. Et on Absolument. peut vous briser votre carrière, effectivement, quand vous n'entrez pas dans les rangs. D'ailleurs, regardez autour de vous, faites un tour des travaux que diffusent nos universitaires négro, africains ou afrodescendants, et dites-moi quel impact ces travaux-là ont sur nos populations. Dites-moi. Et puis, sur nos sociétés. Donc, c'est un risque, mais je veux dire qu'on ne va pas passer son temps à penser seulement carrière. Il faut penser aussi à la situation de nous pour nous sortir de l'ornière. Et il faut essayer que les nôtres comprennent les sacrifices que nous faisons pour qu'eux aussi nous viennent en aide quand nous voulons continuer la recherche. Parce que sur ce thème-là, entre-temps, j'ai produit 5 ouvrages qui sont tous qui apportent des éclairages nouveaux sur cette problématique, parce qu'il s'agit qu'on comprenne aujourd'hui que dans la société de consommation où nous sommes, les problématiques identitaires ont tendance à être un petit peu marginalisées pour laisser le corps devenir un produit dans la société de consommation. Et ça, c'est le plus grand danger qui nous guette, que nous soyons à tel point instrumentalisés que nos corps ne soient plus apprêtés à tiffer que pour satisfaire justement aux besoins d'achat, aux besoins de consommer et aux besoins de confort pour les yeux de ceux qui décident que voilà ce que signifie être beau. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre partage, Madame Smeralda. C'était important de sensibiliser l'audience sur le fait que s'engager dans ce type de lutte, faire ce type de recherche n'est pas toujours, comment dirais-je, valorisé comme il se doit, mais il faut regarder au-delà de l'aspect potentiellement pécunier et voir éventuellement voilà, l'impact que ça pourrait avoir sur les jeunes et être encouragé. En tout cas, sachez que vous avez un impact très positif sur tout un chacun, au même titre que tous les membres du panel. Je vois Madame Fila Bakabadio lever la main. Alors, je vais faire court. Juste pour préciser des choses, en fait, moi aussi, je suis universitaire, moi aussi, je suis payée par l'État, de fait. Et je crois que la situation change quand même un peu. C'est-à-dire qu'il y a des effets, je pense, de génération aussi, et des choses qui changent. Moi, j'appartiens à une génération de gens où je ne suis pas toute seule, en fait, à travailler sur les populations noires. À la fois sur les populations noires aux États-Unis, il y a d'autres gens qui travaillent sur les Africains américains et les Afro-Caribéens aux États-Unis notamment aussi. Et il y a d'autres gens qui travaillent aussi sur les populations noires en France. On est quand même désormais, ce qui cause beaucoup de débats, je ne vais pas entrer dans les débats actuels assez délétères, mais n'empêche que si on n'était pas aussi nombreux à travailler sur ces thématiques et notamment à exposer des questions sur la question de race, le genre, l'intersectionnalité, ça poserait peut-être moins de problèmes. Mais pour le coup, il y a un milieu qui est quand même existant désormais de gens qui travaillent sur ces thématiques-là et ce milieu-là ne va pas disparaître puisqu'il y a aussi des étudiants qui font des travaux sur le sujet et qui sont actifs, qui organisent des journées d'études et d'autres choses. Donc ça arrive en fait, malgré tout. C'est peut-être long comme processus, mais ça arrive de toute façon. Et l'autre chose, et donc ces travaux-là ont quand même un impact, c'est-à-dire que et tous les gens qui produisent des travaux sur les populations noires ne sont pas forcément noirs, ça n'a aucun rapport, mais par exemple, Sarah Mazouz a édité un livre qui s'appelle « Race », qui explique ce que ça veut dire, d'où ça vient, quel est l'historique, et qui a beaucoup de succès, en fait. C'est un tout petit livre que je vous recommande pour le coup. Donc ça a un impact, c'est-à-dire que c'est diffusé auprès du grand public, auprès de certains espaces militants. Donc il y a un dialogue qui est en train de se passer malgré tout. Ce n'est pas forcément visible auprès de tous et depuis tous les territoires, mais ça existe au point qu'on est effectivement dans une période où on est dans des discussions un peu tendues dans l'université à cause de ça, qui sont désormais répliquées dans les médias. Donc, bon. Et l'autre chose, c'est que aux États-Unis, effectivement, on est regroupé en termes de communauté. Alors, je pense que le terme communautarisme est véritablement français et que ça ne parle que dans le contexte français. Mes collègues belges, par exemple, qui ont des discussions sur ces thématiques-là, en fait, ça ne leur parle pas et pas plus en Angleterre. Mais effectivement, ça crée un point de départ pour pouvoir développer des recherches, sachant que quand même, tout ça vient d'un moment qui est quand même la création des départements de Black Studies aussi.
C'est-à-dire que ce qu'on fait là, nous, existe depuis, alors sans généalogie, un peu simplifiée de la chose parce que ce serait maladroit, mais ce qui existe aujourd'hui existe depuis au moins les années 60 aux États-Unis. Donc là, on est dans un moment où beaucoup de gens créent de l'espace pour ce genre d'études et ce genre de réflexion, avec des différences et des directions parfois très opposées, mais c'est malgré tout un moment particulier qui fait qu'on est en train de changer quelque chose, en fait. Merci beaucoup, Madame Philaba Kabadiou, d'avoir pris la parole et de nous avoir partagé votre point de vue sur cet aspect. Je ne pourrais pas réagir à ce que vous nous avez partagé. Le débat est très intéressant, très enrichissant. Monsieur Nsibantoum, je vous avais posé une deuxième question. Vous n'avez pas eu l'opportunité d'y répondre. Je suis passée très rapidement vers Madame Smeralda. On se dirige vers la fin. Il nous reste exactement 10 minutes, mais je vais vous laisser vous exprimer. Je vous avais posé une question sur le cheveu crépus, entre guillemets. Je sais que c'est un qualificatif sur lequel il y a une véritable déconstruction à faire, qui est assez péjoratif, et à titre personnel, je ne savais pas. Je l'ai découvert très récemment. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le cheveu crépus, s'il vous plaît? Et après, je vous passerai la parole pour le mot de la fin, si vous êtes d'accord. Nous vous écoutons. D'accord. Bon, alors je vais aller très vite aussi, même si je pense qu'il y aura normalement même tout un podcast à faire là-dessus peut-être. Mais rapidement, crépus de base, quand on l'entend, il y a pas du tout de souci, tout va bien. Étymologiquement, ça signifie déjà crespe, ça signifie frisé, ondulé, bouclé, donc tout va bien. Mais quand on dit crespus, lorsqu'on rajoute le U derrière, en fait, c'est comme une sorte de superlatif qui signifie très frisé. Voilà, déjà, de base. Ensuite, jusqu'ici, ça va, mais je me rends compte que donc là, le français de base, à l'époque, quand il utilise le mot crépus, il l'utilise d'abord pour des termes botaniques, donc pour parler des feuilles, par exemple, on peut dire qu'une feuille a des bordures crépues, donc très frisées, et il va l'utiliser aussi pour le vocabulaire animalier, dans le sens où on va parler du poil d'un animal, un taureau qui a le poil crépu, etc. Lorsqu'il va parler d'un autre être humain, en tout cas à l'époque, les autres êtres humains qu'il voyait, en tout cas qu'il considérait comme des êtres humains, donc d'autres blancs, il allait parler de cheveux crépus dans certaines circonstances. Ça va être soit quand deux femmes se sont battues, on va dire qu'elles se sont crêpées le chignon, etc. Mais aussi, il y a une technique de coiffure qui consiste à crêper le cheveu. Et là, on va coiffer le cheveu dans le sens inverse de la normale. C'est-à-dire qu'on va le coiffer de la pointe vers la racine, soit avec un peigne, soit avec une lame de rasoir, ou soit avec une lame de ciseau. Voilà donc les différents moments où on va parler d'un cheveu crépus pour un blanc de base. En revanche, lorsqu'on va parler du noir, je dis bien systématiquement, on va parler d'un cheveu qui va être crépus. Donc, c'est-à-dire que si crépus signifiait seulement frisé ou très frisé, pas de problème. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va voir une femme noire qui aura des cheveux qui seront bouclés ou frisés, on peut aussi trouver des femmes blanches. Je le sais, j'en ai vu et je demande lors de mes différentes masterclass aussi. On peut voir d'autres femmes blanches qui auront des cheveux parfois même plus frisés qu'une femme noire. On ne dira plus en tout cas qu'elle a le cheveu crépus. Le mot crépus ne sera plus associé que au noir. Donc déjà là, ça commençait à me poser un problème. Ensuite, au vu de mes différentes masterclass et vu des gens que j'ai eu à voir, j'ai souvent demandé que signifie pour vous le mot crépus. Alors très souvent, certains vont dire non mais pour moi crépus c'est un cheveu qui est sec, un cheveu qui est rêche, un cheveu qui est difficile, un cheveu qui est cassant, un cheveu qui est fragile. Comme Madame Smeralda l'a dit tout à l'heure, c'est justement parce qu'on n'utilise pas les produits adaptés. Donc, du coup, on nous crée un problème en nous proposant des pseudo-solutions via la cosmétique actuelle. Mais très souvent, crépus, même dans l'acceptation des gens, ça ne signifie même plus frisé, en fait. Ça signifie un cheveu qui est difficile, un cheveu qui est... voilà. Et après, l'association maintenant qui se fait dedans, et c'est là où vraiment ça m'a bouleversé, c'est que n'étant pas anglophone, j'ai quand même étudié un peu le mouvement nappy, et on a souvent parlé de kinky hair. Et en fait, ça serait la traduction en anglais du mot crépus. Et je me dis, mais finalement, le colon, quand il arrive, en tout cas l'explorateur d'abord qui devient ensuite colon, quand il arrive, qu'il soit anglophone ou francophone, il nous ramène à une condition qui n'est pas vraiment humaine, en fait, puisque c'est d'abord dans le terme de la botanique, et en tout cas, quand on va décrire la faune et la flore, on va utiliser le mot crépus. Pour parler d'un autre être humain, on va en parler dans certaines situations bien précises,
qui seront très souvent plus ou moins contre nature. Mais pour parler du corps et du cheveu afro, on va parler du mot crépus. Et l'anglophone, lui, il va parler de kinky hair. Or, kinky tout seul, ça signifie bizarre, tordu, pervers et autres. Et justement, j'ai assisté, comme Madame Fila Bakabadio le dit si bien, il y a de plus en plus d'études qui sont faites. Et une fois, j'ai assisté à un colloque et il y avait je crois que c'est un sociologue ou un ethnologue, je sais plus trop, qui lui étudiait les comportements humains, mais via le porno, donc la pornographie. Et en fait, il nous explique que dans la pornographie, il y a toute une catégorie, à côté de sadomaso, ce que vous voulez, il y a toute une catégorie qui s'appelle kinky, justement. Donc en fait, c'est quasiment la poubelle du porno. Donc toutes les pratiques les plus bizarres vont se trouver dans cette catégorie-là. Et donc, lorsqu'on va dire à une femme, oh, I like a kinky hair, de là à penser que déjà ses cheveux sont bizarres, tordus ou autres, et ensuite maintenant à animaliser entre guillemets cette femme, ou en tout cas la sexualiser à l'extrême, qu'en gros on peut avoir tout type de pratique avec cette femme-là, j'ai envie de dire, il n'y a qu'un pas. Mais quand on revient au niveau francophone ou autre, ce qui me dérange dans le mot crépus maintenant, c'est que crépus, au-delà de toutes les connotations dont je vous ai parlé, crépus va être associé à quelque chose qui va fortement me déranger, c'est la douleur. Pourquoi la douleur? Parce qu'en fait, depuis enfant, on va expliquer même aux êtres qu'on est censé aimer le plus, à savoir nos propres enfants, on va attraper notre enfant, on va le caler entre nos cuisses et très souvent, on va commencer à démêler et créer cette fameuse douleur et on va lui demander d'accepter en fait. On va lui dire, il faut souffrir pour être belle. On va commencer à parler de crinière quand on va parler de nos propres cheveux, donc encore l'animalisation. On va parler d'un cheveu qui est indomptable, qu'il faut dompter, encore des termes colonialistes et autres. Et donc, du coup, voilà. Donc, crépus en soi, j'accepte le fait qu'on ait eu à utiliser le mot crépus comme le mot nègre, par exemple. Lorsqu'on parle de nation nègre et culture, je ne vais pas aller dire à Cheikh Anta Diop que non, il ne faut pas utiliser le mot nègre. Déjà, il y a un contexte historique qui fait qu'on utilisait le mot nègre. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que chacun d'entre nous accepterait demain dans la rue qu'on dise « Ah tiens, oh négresse » ou bien « Oh noir enfin nègre plutôt. Ce mot, et pourtant qui signifie a priori noir, est chargé aujourd'hui. Et tout comme le mot crépus, j'estime qu'il est très chargé et qu'il y a d'autres façons de définir nos cheveux. Ou s'il ne signifiait que frisé, à ce moment-là, il faudrait que certains blancs ou blanches acceptent d'avoir le cheveu crépus, eux et elles aussi. Merci beaucoup pour cette sensibilisation que vous nous avez partagée au sujet du terme crépus. C'est important de faire le parallèle avec le mot négro, nègre, qui est chargé en histoire et dont on n'a pas tous connaissance. Et c'est knowledge is power, c'est ce que je dis souvent. Et quand on ne connaît pas son histoire, quand on ne connaît pas la définition, la sémantique de certains termes, on véhicule et on contribue à la narrative que l'on essaie de déconstruire au travers des études que vous menez, hein, Madame Smeralda, Madame Bakabadio, excusez-moi, et Monsieur Nsi Bentoum. Alors, on tend vers la fin. J'avais énormément de questions à vous poser. On n'a pas l'opportunité de toutes les traiter dans les médias. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un autre enregistrement. Je ne sais pas. Mais afin de clôturer j'allais dire la room, mais afin de clôturer cet échange sur une note positive, quel est votre mot de la fin? Je vous laisse la parole. Je vais commencer avec vous, Monsieur Nsi Bentoum, étant donné que vous êtes le dernier à avoir pris la parole. Quel serait votre mot de la fin au regard du thème de ce podcast? Je suis un peu pris de court du coup, mais bon, moi en tout cas, le mot de la fin, c'est une sorte de mot, j'aime pas trop le mot espoir, mais plutôt, j'ai envie de dire, une certaine fierté. Une fierté de se dire que tout un système ou plusieurs systèmes ont été mis en place pour qu'on oublie, pour qu'on ne traite plus notre corps, notamment nos cheveux, parce qu'en fait, je ne distingue pas le cheveu et la peau, en fait, puisque de toute façon, le cheveu pousse sur de la peau, et que notre peau et nos cheveux étaient justement, comme l'a rappelé Madame Smeralda, c'était nos pièces d'identité. Ça nous permettait déjà de communiquer avec les personnes qui étaient en face de nous, qui connaissaient notre état matrimonial, sociétal, etc. Et qu'en fait, on a tout fait pour qu'on se dénature, tout simplement.
en sachant que, bon là, on n'a pas pu l'aborder, mais il y a toute une notion spirituelle aussi dans le cheveu, ainsi que dans la peau. Et malgré tout, il y a cette chaîne de transmission qui est toujours là, qui existe. Elle se manifeste par plusieurs personnes, des chercheurs universitaires, des personnes qui ont gardé aussi ces connaissances-là, que ce soit en Afrique, dans la Caraïbe ou même sur le continent américain, vraiment toute l'Amérique, hein, je parle vraiment de l'Amérique latine aussi, Colombie, Brésil, etc. Et que malgré tout ça, cette longue chaîne de transmission, eh bien en fait, elle n'a pas cessé. Elle est peut-être moins grosse ou moins évidente pour certains, mais en tout cas, elle est toujours là. Et il y a différents maillons de cette chaîne. Je suis fier d'en faire partie. Je suis fier d'être en présence de personnes aussi qui en font partie, des personnes qui sont connues, d'autres qui sont moins connues, mais rien qu'une maman ou un papa qui va transmettre ces rituels de beauté à ses enfants, transmet aussi cette fierté de notre peuple. Voilà. Absolument. Merci beaucoup pour votre mot de la fin. Fierté, transmission par les parents, action à notre échelle, à tous et à toutes. Madame Filaba Kabadio, quel est votre mot de la fin? Oui, écoutez, ça rejoint plusieurs choses. Pour ceux qui, alors a priori, je pense que dans le podcast, ils n'ont pas accès aux conversations. Donc, je parlais d'un groupe congolais qui est créé en 1964 qui s'appelait Les Cheveux Crépus. À écouter, ça fait pas de mal. Mot de la fin, hein, difficile. En fait, en vous écoutant tous, là, je pensais à un débat qu'on avait eu avec des artistes contemporains africains et plutôt venus d'Afrique centrale pour le coup. Et en fait, qui nous expliquait qu'il fallait aussi, attention, ne pas les restreindre en fait, dans une posture de réponse qui n'était pas la leur. En fait. Et l'idée, enfin moi, ce que je retiens de tout ça, et aussi parce que c'est quelque chose qui m'occupe l'esprit depuis un certain temps, c'est aussi la créativité et comment les gens ne sont pas toujours justement dans cette posture de réponse. C'est-à-dire que les formes esthétiques que les gens développent, peut-être que Napi, pour partie, c'est effectivement une réponse A, mais pas simplement, c'est de ne pas réduire les gens et pas se réduire en fait à cette question de réponse à la discrimination. C'est le cas, il n'y a pas le choix, c'est en arrière-plan de toute façon, mais pour le coup, les gens sont des individus qui sont capables d'inventer. Et juste pour donner un exemple en fait de comment les gens retournent ce qui peut paraître être, ce qui est initialement une discrimination. Une artiste qui s'appelle Ellen Gallagher, qui est africaine-américaine, a fait une installation de photographie, de lithographie, 20 lithographies de postiches que les africaines-américaines ont mis à travers l'histoire, que ce soit des pompons, des afro-puffs, des queues de cheval avec des cheveux raides ou autres. Et c'était précisément pour dire, voilà, c'est-à-dire que la queue de cheval, cheveux raides, est quelque chose qui peut paraître être imposé totalement, comme par exemple un lace, que beaucoup de gens mettent désormais, mais les gens peuvent en faire autre chose. Et ce que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est que parfois, il y a cet espace de choix que les gens créent dans ce qui peut paraître être extrêmement limité en termes de possibilités. Ils créent des possibles aussi. Dans un espace comme l'esthétique, ça ne paraît pas forcément évident, mais le fait qu'il y ait des discussions sur les nappies qui existent maintenant, mais qui existaient depuis très longtemps, qu'il y ait aussi des gens qui refusent les cosmétiques traditionnels, qui en font eux-mêmes ou elles-mêmes, eh ben, c'est aussi cet espace de création qui décide d'avoir aussi recours à des cosmétiques produites en Afrique par des entreprises africaines et qui n'ont rien à envier pour le coup à des entreprises occidentales. Ça, c'est une manière de se prendre en main et de renverser cette hiérarchie qui est toujours imposée par ce domaine-là. Donc, plutôt ouvrir les possibles, et je pense que les possibles sont déjà ouverts par les gens. Et les artistes sont sont un bon élan qu'on peut suivre pour en fait faire ça aussi de manière esthétique et sur la beauté notamment. Voilà. Absolument, merci beaucoup pour votre mot de la fin, Madame Filaba Kabadio. Je vous rejoins sur tous les points. Effectivement, c'est à nous aussi d'être acteurs de ce changement de narratif que l'on veut mettre en place et d'être curieux, d'aller vers des marques faites par des personnes noires, pour des personnes noires, adaptées à nos réalités, à nos problématiques. Je ne vais pas pouvoir plus soir à votre propos, donc je vais laisser à Madame Smeralda son mot de la fin. Nous vous écoutons, Madame Smeralda. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est, même si je ne suis plus universitaire, je suis profondément formatée par la méthodologie de la recherche scientifique.
Je voudrais dire qu'on soit vigilant sur la façon que nous avons aujourd'hui de faire fusionner cette problématique du corps et du cheveu, du corps noir, etc., d'une manière assez, on va dire, transversale, qui ne tient pas compte, si vous voulez, des spécificités sociologiques de chacun des continents, des Amériques, Brésil, les Amériques que nous sommes et l'Amérique du Nord, du continent africain et de la France en particulier, qui a une population colonisée, donc elle reçoit, qui est très importante. Donc, quand on a travaillé à faire émerger ce fameux mouvement d'INAPI, on lui a donné un nom américain, mais à mon avis, ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus, qui convient le mieux, parce que d'avoir émergé ou les modalités de son émergence ne sont pas les mêmes que celles du monde anglo-saxon, américain ou anglais. Et il faut qu'on comprenne donc ce qui fait les spécificités. J'ai eu entre les mains un article notamment d'une jeune africaine camerounaise qui vit en France et qui reproche beaucoup de choses aux Antillaises, aux personnes qui généralisent ces problématiques, parce que pour elles, il y a une façon particulière en Afrique de gérer ces problématiques, de les approcher et de les comprendre. Donc, cette espèce de tendance que nous avons aujourd'hui à faire fusionner et de manière un petit peu anarchique ces problématiques, il faut qu'on soit prudent parce que Oui. même sur la question des dénominations, moi je dis aujourd'hui, quand Cheikh Anta nous a appelés nègres, il était dans quelque chose de très identitaire et de très, qui magnifiait son peuple. Et il est parti d'un hiéroglyphe qui disait que les Noirs s'appelaient Kémites, Kémites. Donc ils avaient des noms, ils se donnaient des noms qui les désignaient aussi, notamment par la couleur de leur peau. Donc sur la question de crépus, tout ça, je ne suis pas encore dans ces dynamiques-là parce que pour moi, en France, le mot crépus n'a pas la valeur négative qu'il a en Angleterre où il est kinky effectivement et où il désigne des animaux. Les Blancs, les Français francophones ont inventé d'autres mots que crépus qui désignent le cheveu crépus de manière très péjorative. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour rester dans ce qui est l'environnement franco-français, Oui. avec les possessions coloniales, beaucoup de gens ont fait de leur profession, ont fait leur métier. Beaucoup de gens ont fait de ça comment vous dire, de leur métier et donc ils ont compris les nécessités du cheveu, les besoins du cheveu, la nécessité de produire pour soi les choses comme Gillette Levaque le faisait très bien, puis il y en a aujourd'hui beaucoup d'autres, et surtout de créer un mouvement global autour de cela, c'est-à-dire les Noirs n'étaient pas que cheveux, il y avait le corps, la vesture, les vêtements, les bijoux, etc. Et donc, il y a un mouvement de fond, une lame de fond qui est en train aujourd'hui de remettre tout cela ensemble, de les reconnecter pour comprendre que la beauté, ben, c'est peut-être pas le cheveu, comment on va le traiter, le coiffer, mais c'est un ensemble qui fait que ça paraît harmonieux par le vêtement, par les tissus, par les bijoux. Et vous voyez bien que vous regardez les Noirs, les peuples noirs en gros, ils ont une manière de porter vêtements, bijoux, coiffures, etc., qui est vraiment très original, qui est vraiment très exceptionnel et qui leur est vraiment très propre. Donc, il nous faut faire attention parce que nous avons été disséminés aux quatre coins des spécificités que nous avons dans la manière d'appréhender cette esthétique nouvelle, de la nommer. Il faut revisiter le vocabulaire africain parce que c'est sur le continent que nous allons trouver une manière de désigner tout cela qui soit de manière, en tout cas, sociologiquement représentative de ce que c'est. Et surtout, la question de l'esthétique et de la beauté, on est en train de voir que c'est une sorte de bulle qui est complète et qu'il faut l'appréhender dans toutes ses dimensions pour qu'on en arrive à l'idée du beau. Et cette idée du beau qui est spécifiquement noir ou nègre, elle appartient
au peuple noir. Il faut le lui laisser, le lui restituer et le laisser l'exprimer dans toute sa plénitude. Et je trouve que, franchement, on est rassasié, on en a pour nos yeux, pour notre argent et pour le génie de notre peuple que je salue. Et je dis que ça valait tous les sacrifices, puisque comme je ne convenais pas, mais je vous ai dit, j'étais une des pionnières et ça explique pourquoi j'ai payé le prix fort. Mais je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, les copanélistes, et puis au plaisir qu'on se rencontre en présentiel. Absolument. Merci beaucoup, Madame Smeralda. Merci beaucoup, Madame Filaba Cabadio. Merci beaucoup, Monsieur. J'ai un petit Simba Ntoum, excusez-moi. C'est ça. Merci beaucoup à tous. Véritablement, c'était un honneur. Merci. Un privilège de vous avoir parmi nous. On a énormément appris, beaucoup déconstruit et je suis navrée parce qu'il y avait tellement de sujets que j'aurais aimé que l'on puisse aborder ensemble, que j'aurais aimé que l'on puisse détailler tous ensemble. Le sujet qui a trait à la culture afro, qui a trait à la beauté afro est un sujet qui nécessiterait des heures et des heures d'échange. J'espère qu'on aura l'opportunité et l'occasion de poursuivre ce type d'échange ensemble. Ce sera véritablement un plaisir et je pense que nous sommes arrivés à la fin. J'ai beaucoup aimé vos mots de la fin. Fierté, partage, curiosité également. Et merci encore à toutes et à tous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à vous dire, j'espère, à très bientôt. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. We are the wave, reaching out to the skies, Africa rising.